Avec Laissons parler les gens, votre libre antenne qui encore ce matin vous donnera la parole, mais surtout vous prendrez un plaisir à discuter, à débattre, à laisser vos analyses, vos commentaires, vos points de vue sur la radio en vue de construire un idéal nouveau, mais surtout reconfigurer, on dira entre autres le paradigme du Camerounais et surtout son logiciel. Perrin Fondja étant à la technique, Michel Ngatu au micro. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être encore là ce matin. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Opération épervier au Cameroun. Quel fruit des années après? Paul Biya, président de la République du Cameroun, a-t-il réussi à cette époque-là son programme d'assainissement des caisses de l'État aujourd'hui? Quels étaient, à votre avis, les réels buts? Mais surtout, que dire aujourd'hui du vol très accentué au Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Tribalisme au Cameroun et promotion. De plus en plus, on en parle, on regarde, on écoute dans les médias sociaux des Camerounais brandir des fibres ethniques et naturellement tenter de dissuader ceux qui pensent autrement que ceux qui sont aux affaires. Tribalisme au Cameroun, peut-on réellement dire que c'est une vérité? Peut-on le dire que c'est un tribalisme d'État ou encore un tribalisme réel au sein des populations? Quel constat vous faites bien évidemment de la situation? Comment parvenez-vous naturellement à vivre avec cette promotion du tribalisme-là? Et que faut-il faire exactement avec l'avenir qui se veut quand même construit sur un idéal républicain? Mesdames, Messieurs, tribalisme et promotion au Cameroun, qui va enfin décider de punir? Laissons parler les gens, libérons la parole. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs. L'émission c'est Laissons parler les gens. Et nous prenons un plaisir ce matin, naturellement vous redonner la parole avec un espoir certain, vous écouter, vous entendre, prendre la pleine mesure de vos analyses, de vos commentaires, de vos points de vue, de vos réactions, afin de mieux construire un Cameroun que nous voulons fort, indépendant, juste, réel pour chaque peuple camerounais ou pour chaque population camerounaise. Parlons naturellement du premier sujet ce matin qui nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. L'opération Épervier, lancée, souvenez-vous, il y a quelques années par le passé par le président Paul Biya lui-même. Opération Épervier. Qu'est-ce qu'on peut retenir des années après? Est-ce que l'opération Épervier était véritablement cette opération qui tentait réellement d'assainir les mentalités et de ramener un climat serein autour des affaires publiques au Cameroun? L'argent de l'État, qu'en avait-on fait? Qu'a-t-on fait? Et au regard des faits qui jalonnent le Cameroun aujourd'hui, avec des détournements massifs, avec, on va dire, entre autres, un certain nombre de projets structurants jamais réalisés, l'argent décaissé, ne sommes-nous pas, bien évidemment, en appel réel de cette opération Épervier? Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-il le parfum de cette réalité? Madame et messieurs, on en parle ce matin au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 691 98 60 98, 6 91 98 60 98. Et nous avons un premier auditeur en ligne ce matin, bien sûr, sur WhatsApp, qui nous appelle sur la question au 6 91 98 60 98. Alors bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Soyez les bienvenus, cher monsieur, sur votre radio. Nous sommes sur Djambo FM. C'est Bertrand. Oui. Alors, exactement. Nous revenons avec ce matin sur la table le bilan que les Camerounais devraient faire de l'opération Épervier, lancée, souvenez-vous, par Paul Biya, président de la République du Cameroun, en son temps en vue d'assainir à la fois les mentalités, les caisses publiques et lutter efficacement contre la corruption au Cameroun. Et surtout, on va dire, les détournements massifs. Quel bilan vous en faites aujourd'hui en tant que citoyen camerounais? Bertrand. Alors, Michel Ngatou, je vous remercie déjà ce matin de m'avoir passé la parole.
Alors, j'aimerais que vous me laissiez un peu le temps parce que j'ai pas pu intervenir pendant la semaine dans votre émission. Non, on ne peut pas avoir cette complaisance. Restez dans le sujet, s'il vous plaît, afin qu'on puisse bien avancer. Et ça nous permettra de bien faire. Je sais, mais bon, c'était une occasion de pouvoir m'exprimer aussi. Voilà, donc j'essaierai de faire un peu rapidement. Alors, avant de venir sur le dossier que vous prenez ce matin, j'aimerais bien parler des inscriptions sur les listes électorales parce que c'est très important. Alors, parce que moi, j'ai réussi à m'inscrire, alors pourquoi pas d'autres? Je suis en diaspora et je voulais appeler tous les Camerounais de la diaspora qui peuvent avoir tout ce qu'on demande, ça veut dire le passeport, la carte consulaire, la carte de séjour, la résidence, de faire les photocopies couleur et d'aller à l'ambassade pour se faire inscrire parce que ça ne prend pas du temps. Je l'ai fait, ça ne m'a même pas pris 10 minutes. Alors quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un monsieur, ça devait être un monsieur du MRC, qui s'occupait bien de ça et qui demandait qu'on relaie le message. Alors vous pouvez le faire. Alors si vous n'arrivez pas à le faire, si vous avez de la famille au pays, essayez de contacter les personnes qui sont au pays, dites-leur d'aller s'inscrire. Essayez aussi, parce que c'est très important, la tombola que j'aurais bien souhaité, Bertrand, je sais que l'information que vous passez est une information très importante d'ailleurs, mais restons d'abord dans le sujet du jour. Parce que les Camerounais, où on fait la radio ce matin, parce qu'ils voulaient d'abord écouter cette information-là, on est dans un bilan de ce qu'on appelle l'opération EPV au Cameroun. La question des inscriptions sur les listes électorales, très important d'ailleurs, on en reparlera. Nous sommes dans ce bilan, s'il vous plaît, allons-y rapidement. Alors, monsieur Ngatou, si vous me permettez, ça couvre tout ça, parce que c'est très important déjà. Donc, alors, pour parler de l'opération Épervier, je dirais que aujourd'hui, franchement, on ne peut pas dire que le bilan a été réussi au niveau de l'opération Épervier. Parce qu'on a certes des personnes qui sont en prison, mais qui n'ont jamais été condamnées pour quoi que ce soit, donc qu'on n'a jamais jugé, et qui n'ont jamais remboursé ce qu'on les accuse d'avoir volé. Donc là, au niveau de l'opération Épervier, on ne peut pas, moi particulièrement, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de réussi. Et pour revenir à cela, je dirais que franchement, quand on veut construire un pays, on doit se mettre entièrement parce que construire un pays, c'est vraiment donner de son temps. C'est une mission. C'est une mission qui nous est affectée. Et vraiment, c'est exactement comme ce que vous êtes en train de faire. Je dirais que ce n'est pas une mission que vous l'avez pris comme ça. C'est vraiment spirituel. Parce qu'il y a des personnes qui le font spirituellement. Un président de la République ne vient pas comme ça. C'est de manière spirituelle. Donc, je pense que ceux qui sont autour du président doivent aider le président de la République à travailler. Parce que parfois, le président de la République ne maîtrise pas tout. Alors, si vous n'aimez pas vraiment votre pays, parce que même ce que vous êtes en train de faire, Michel Ngatou, c'est parce que vous aimez votre pays que vous le faites. Si vous n'aimez pas vraiment votre pays, vous allez passer seulement le temps à voler parce que vous n'imaginez pas que, voilà, avec cet argent-là, on peut construire le pays et permettre peut-être que le pays devienne un pays touristique, là où les gens peuvent venir visiter et que ça entre dans les caisses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on peut accuser le président de la République de tout. Mais le président de la République, il nomme les ministres et il ne doit pas tout assumer. Moi, je pense que quelqu'un qui aime son pays doit vraiment se battre pour que son pays soit émergent, quoi. Donc, on ne peut pas tout le temps dire, voilà, le président de la République a fait ceci, il a fait cela. Moi, je pense que c'est plus les personnes qui sont autour du président de la République. Et je voulais aussi revenir à quelque chose, Michel Ngatou, ça ne concerne pas trop le sujet. Je voulais revenir aussi à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines personnes qui encouragent le tribalisme dans les réseaux sociaux. C'est le deuxième sujet, bien évidemment, de ce matin. Si ça ne vous dérange pas, vous pourrez réintervenir pour ce deuxième sujet, Bertrand. OK? Ok, il n'y a pas de souci. Je voulais, parce que c'était très important. On le fera. Je voudrais que les gens sachent que, ici en Occident, pour construire les pays ici, les gens ont mis de leur volonté.
il n'y a pas question que les gens sont là pour s'enrichir. Les gens mettent de leur volonté pour construire le pays. Vous ne pouvez pas avoir les gens qui ont nos ministres et qui se mettent dans la tête directement qu'ils vont s'enrichir. Non, c'est pas possible. Très bien. Parce qu'ici, et déjà ici, quand tu t'enrichis illicitement, on cherche à savoir, c'est-à-dire qu'il y a des services qui cherchent à savoir comment tu t'es enrichi. Donc tu ne peux pas prendre l'argent dans les caisses de l'État pour t'enrichir, c'est pas possible. Merci Donc, beaucoup Bertrand. Merci beaucoup Bertrand. Revenez justement pour le deuxième sujet, n'hésitez pas, afin qu'on puisse bien évoluer. Madame, monsieur, ce matin, au 6 91 98 60 98 via WhatsApp uniquement, ça nous fera vraiment plaisir de vous écouter. Et nous avons choisi ce matin de replacer sur la table la question évidente de ce qu'on a appelé l'opération épervier, initiée par le président de la République, M. Paul Biya, au cœur naturellement des années 2010, qui avait choisi à sa façon d'assainir les mentalités, de lutter contre la corruption, mais surtout les détournements massifs dans les caisses de l'État du Cameroun. Après toutes ces années, le Camerounais peut-il dire effectivement que l'opération Épervier était une opération de qualité, que l'opération Épervier avait apporté suffisamment ou a apporté au Cameroun? Quel est bien évidemment votre point de vue en tant que Camerounais? Qu'est-ce que vous en dites en tant que citoyen de ce pays? Nous vous écoutons. Appelez-nous au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou au 659 92 48 83. Je reprends le 659 92 48 83. Et au cœur naturellement de ce sujet hautement important, tentons bien évidemment de faire un lien avec l'actualité. Au Cameroun, peut-on dire effectivement qu'il y a un assainissement des mentalités autour de la gestion des biens ou de l'argent public? Peut-on dire effectivement qu'aujourd'hui, on vole moins qu'on volait hier? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État, M. Paul Biya, dans son opération Épervier, a encore le contrôle sur les finances publiques, a encore le contrôle sur la gestion de l'argent public, a encore le contrôle sur tous ceux qui sont autour de lui et qui ont, entre autres, on va dire, des poches aussi importantes en matière d'argent. Auditeur en ligne, il est avec nous? Il est parti. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Nous avons bien sûr un auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin qui nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joël de Nepel. Joël, vous nous appelez depuis Nebel ce matin. Opération Épervier. Quel est le bilan que vous, aujourd'hui, en tant que citoyen camerounais, vous en faites? Paul Biya avait-il raison de lancer cette opération? Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Je pense que ça a été mal pensé. Et c'est à tête chercheuse. Cette opération était à tête chercheuse. Donc, vous-même, vous avez constaté qu'il y avait du 2 poids 2 mesures. Il y a des gens qu'on a pu relâcher parce qu'ils ont remboursé les corps de détenus. Il y en a qui sont même là et qui veulent même rembourser, on refuse. Et tout, il y en a qui sont là depuis des années et qu'on n'a même pas jugé. Et tout ça, donc ça atteint tête chercheuse. Ça sert à quoi de garder les gens en prison si on ne peut pas récupérer le corps du délit pour investir, même pour faire nos hôpitaux, pour arranger, financer nos hôpitaux? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Tout ceci, c'est de la mascarade. Ça ne sert à rien. Vraiment, pour moi, tout ceci, c'est un échec. C'est un échec. Il faut que ces gens-là... Au cœur, bien sûr, des années, on va dire, au cœur, à la fin des années 2009, 2010, en montant, des Camerounais ont l'impression que la volonté réelle du chef de l'État était de dire aux Camerounais, cessez de voler. Mais comment peut-on tenter de dire aux Camerounais, cessez de voler, et que le vol s'accentue davantage? Oui, en passant, je ne suis pas l'auditeur qui venait de partir, qui nous fait croire que c'est des à côté, il faut regarder les à côté. Non, c'est lui le chef, c'est lui qui les a mis là-bas. Et quand on contrôle, quand tu es un chef, ça veut dire que quand tu délègues des responsabilités aux gens, tu dois surveiller si c'est bien fait. C'est comme ça que ça se passe. Un pays se gère un peu, je peux dire, un peu comme une société. Si le directeur de la société donne les instructions pour qu'on fasse quelque chose, que ce n'est pas fait,
Ça veut dire que ça plombe la société et le directeur doit prendre les dispositions par rapport. Donc c'est lui le responsable, le principal responsable. Et c'est fait exprès pour rester au pouvoir, c'est fait exprès pour s'éterniser au pouvoir. Pourquoi le dites-vous? Il met les gens autour de lui, les gens corrompus, comme ça, pour les tenir avec. Donc c'est tout. Cette histoire d'opération épervier, c'est de la merde. C'est de la discrétion. Cette histoire d'opération épervier, je pense que la méthode, si on voulait vraiment que ça marche, c'était mal pensé. Moi, je pense que la meilleure chose était, on ne peut pas dire que les gens ont volé des milliards et ont construit des cellules via pour eux où ils ont des bons matelas, ils ont des bons écrans, ils ont des journaux, ils peuvent boire le whisky comme ils veulent. Et pour vous dire qu'ils sont en prison, ils ne sont pas en prison. On les a juste privés d'une petite liberté. Par rapport à ces prisonniers qu'on entasse parce que quelqu'un a volé une poule, on les a entassés comme des bétails et autres. Et pendant ce temps, on a construit des cellules via pour des personnes qui ont volé des milliards, qui ont tué. Parce que le problème n'est pas de penser. Parce que quand on arrête un bandit, on dit qu'il a tué quelqu'un, que c'est des braqueurs qu'ils ont tué et autres. On les condamne. Ces personnes qu'on a arrêtées, ces voleurs de milliards, c'est la même, ils ont aussi tué. Parce que quand vous regardez dans tous ces gens qui meurent dans les hôpitaux, qui meurent sur nos routes, c'est eux qui tuent tous ces gens-là. Parce qu'ils ont volé l'argent qui était destiné à faire cela. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'était de la discrétion que ces gens-là, vraiment, qu'on nous laisse avec cette histoire d'opération épervier, ça n'a servi à rien. Au contraire, ça a servi à ce que le gouvernement passe le temps encore à dépenser de l'argent et autres. Non, ça ne sert à rien. Très bien. Merci infiniment pour votre analyse. Ce matin, sur les antennes de Jambo FM, nous avons très bien suivi Joël, depuis Nebel, qui nous appelle en direct. Appelez-nous, réagissez. L'antenne vous appartient. Naturellement, n'hésitez pas de nous laisser vos arguments, vos points de vue, vos commentaires, afin que nous puissions construire un débat assez qualitatif et aider le Camerounais qui nous écoute probablement pour la première fois de prendre le courage de garder quelque chose d'assez intéressant pour ce débat. Nous sommes en ligne avec notre auditeur, c'est Elepaco, et d'ailleurs très fidèle. Bonjour à vous, monsieur Elepaco. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Jambo. Monsieur Michel Gachou, avant que vous ne reformulez vos questions, je voudrais d'abord vous saluer et vous dire que la portée de ce que vous faites est au-delà de nos attentes. Parce que cette émission est en quelque sorte comment on appelle ça, une enquête, un sondage au niveau camerounais. Vous verrez très bien que rares sont ceux qui appellent pour soutenir le RDPC. C'est déjà un verdict. Cette émission est un verdict. Sinon, j'appelle les Abama, j'appelle les Rifouri, j'appelle qu'ils appellent pour nous expliquer ce qui se passe. Une fois que j'ai dit ça, pour revenir à la question que vous avez posée ce matin, Monsieur Michel Gadjou, vous savez, notre pays, à cause d'une communication totalement empoisonnée, a fait en sorte que nous marchons sur nos têtes. Vous savez, dans notre pays, les gens croient que le voleur ou le bandit, c'est celui qui vole la bouteille à gaz du voisin ou bien qui détourne le petit téléphone. Ils ont trouvé une expression très propre à ce qu'ils appellent bandit à col blanc. Et vous voyez quelqu'un qui vole des milliards et qui entraîne des morts en masse dans le pays. On l'appelle bandit à col blanc. Comme si le fait qu'il soit blanc l'empêchait, faisait qu'il ne soit plus un bandit. Vraiment, par rapport à l'opération épervier, il faut que les Camerounais comprennent des choses très simplement. Monsieur Michel Gatou, je ne vais pas vous poser une colle. Hein. C'est quoi un escroc? Un escroc, c'est quelqu'un qui pratique de l'escroquerie. Mais c'est quoi l'escroquerie? On dit l'escroquerie, c'est quand vous voulez obtenir quelque chose par la tromperie. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette définition-là? Nous vous écoutons parfaitement, cher monsieur. Mais voilà, donc quelqu'un d'un escroc, il va chercher à obtenir un bien. Il va chercher à avoir de l'argent par la tromperie. Et l'opération épervier est une escroquerie. Et l'auteur de cette opération-là est un escroc. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que l'opération épervier
voyez, ça a été une opération lancée spécialement en direction de l'Occident qui nous accusait d'être les champions du monde de, comment on appelle ça, de la corruption. De la corruption. Donc il fallait d'abord éteindre ce feu croisé à l'international qui se dirigeait contre nous et à côté, en même temps, faire croire qu'on va arrêter les voleurs. Monsieur Michel Gatu, il faut que j'explique ce pan de l'histoire pour que les gens comprennent. Je vous ai dit, nous ne sommes pas un pays. Nous ne sommes pas. C'est pour ça qu'il nous faut une indépendance en 2025. Nous sommes un enclos colonial. Et ce que nous appelons monnaie, le franc CFA, n'est pas une monnaie. C'est un bon du trésor français. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller dans un pays échanger le franc CFA. Le seul pays qui peut vous échanger. Je vous dis, j'ai eu des contacts avec la diaspora en France. Ils disent que même en France, vous allez dans une banque, on ne vous échange pas vos francs CFA parce que ce n'est pas une monnaie. Donc à partir de là, vous comprenez que toutes les sommes qui sont volées au Cameroun ne peuvent pas être transformées en monnaie étrangère sans l'accord de la France ou bien sans l'accord du trésor français. Je ne vous le souhaite pas, monsieur Gatou, mais si vous réussissez à détourner 100 milliards au Cameroun, là, 100 milliards de francs CFA, vous ne pouvez rien faire de ça parce que personne ne va vous l'échanger. Mais par contre, si vous êtes un agent de la France, elle va vous échanger ça et va vous loger ça aux États-Unis, en France, à Francfort, je ne sais pas, au Japon, là où vous voulez. Donc, toutes les sommes détournées au Cameroun, le président Paul Biya le sait. Il sait que cet argent ne peut pas revenir puisque le trésor français a déjà transformé ça et a posé ça dans les comptes de ces gens-là en Europe. Il y a un exemple très concret que les Camerounais doivent voir. Notre compatriote qu'on a libéré dernièrement parce que, dit-on, il a versé 2 milliards ou 3 milliards. Mais je ne sais pas comment il s'appelle encore, le monsieur qui travaillait à la Société des eaux, là. Basile Tanganakuna. Voilà, Basile Tanganakuna. Voilà un cas concret de ce que vous appelez opération Aubervier. Voilà un monsieur qui a détourné près de 1000 milliards. Mais on l'accuse d'avoir détourné ou bien c'est 6 milliards ou 10 milliards. Et lui, il a remboursé 2 milliards. Et aujourd'hui, il a une vie de pacha en France. Une vie de pacha. Alors, qu'est-ce qu'il a remboursé? Faisons le bilan de l'opération Épervier. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Absolument rien. Je vous dis, c'est une escroquerie pure jus. Cette opération, c'est-à-dire que non seulement ça n'a pas servi à ce qu'il fallait, je veux dire, ça n'a pas rempli la mission pour laquelle elle a été créée, mais en plus, elle est utilisée comme un alibi pour massacrer tous ceux qui ne sont plus d'accord avec le régime. Donc c'est un instrument en même temps mis en place pour pouvoir écarter de potentiels Camerounais avides de pouvoir, entre guillemets, qui souhaiteraient bien évidemment s'installer sur le fauteuil présidentiel, dites-vous. Exactement, pas forcément le fauteuil présidentiel. Dès qu'on n'est pas d'accord avec le RDPC, cette opération, vous ne voyez pas comment nos intellectuels, nos soi-disant intellectuels, nos hommes d'affaires, vous ne voyez pas que beaucoup de gens au pays, quand ils parlent du régime, ils sont vraiment, ils rasent les sols. Parce qu'ils ont plein de casseroles. Le régime agite ces casseroles en disant, mais je vous dis, même jusqu'à nos directeurs de publication, ils sont noyés dans je ne sais quoi, parce que c'est un enclos colonial, on sait tout sur nous. Je vous dis, monsieur Michel Gatu, là où vous êtes là, le régime connaît quelle est votre situation financière à 1 centime près. Si vous étiez quelqu'un de corruptible, vous aurez déjà arrêté cette émission-là. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous dis, c'est une escroquerie pure. Je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. Merci infiniment, cher monsieur Lipako. Nous espérons bien évidemment que les autres vont réagir sur cette question parce que il faut qu'ensemble que nous fassions le bilan, que nous posions des bonnes questions. Toutes ces années après, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a en esprit?
Est-ce qu'on va effectivement le dire que, ben écoutez, économiquement parlant, le Cameroun va bien, qu'entre autres, les ministres qui sont au pouvoir depuis 2019 servent véritablement le Cameroun, et ceux même d'avant, opération épervier, beaucoup sont en prison aujourd'hui, et comme le disait l'un des auditeurs ce matin, qui tente en même temps de restituer le corps du délit, malheureusement, ceci ne leur est pas permis. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer que l'on puisse, entre autres, douter de la fiabilité, du réel engagement de ce qu'on considère comme étant l'opération d'assainissement des comptes publics, d'assainissement des mentalités autour de la gestion des biens publics, d'assainissement en même temps pour lutter contre la corruption de façon efficace. Madame, Monsieur, nous vous écoutons ce matin. Vous nous appelez en live au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Nous souhaitons bien sûr entendre les Camerounais sur la question. Hein. C'est très important. On souhaite écouter les Camerounais sur la question. Parce qu'il s'agit là quand même d'un bilan que chacun devrait faire pour l'avenir. Prenons bien sûr un auditeur qui nous appelle via WhatsApp au 6 91 98 60 98. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachou. C'est Sergi Nicanor du UK. Sergi Nicanor, bienvenue chez Matin. Sergi Nicanor, nous parlons, comme vous le savez, de l'opération épervier au Cameroun. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent retenir de cette opération? Qu'est-ce que cela nous a apporté véritablement, Sergi? En principe, l'opération épervier nous a rien apporté. C'est juste une supercherie pour essayer de faire semblant comme quelqu'un balaie la maison, au lieu de jeter la saleté dehors. Tenez bien le micro, tenez bien le téléphone parce qu'on vous entend, ça s'entrecoupe un peu, Sergi Nicanor, s'il vous plaît. Oui, c'est bon maintenant. C'est très bon maintenant. Oui. En principe, je disais que l'opération épervier, ça c'est une pure escroquerie. Je peux prendre une métaphore pour essayer de... C'est comme vous balayez votre salon, au lieu de jeter la saleté dehors, vous soulevez le tapis, vous envoyez la saleté en bas. C'est à peu près comme ça que l'opération est perdue. Donc ça ne nous a rien rapporté. Et la meilleure manière d'endiguer la corruption au Cameroun, c'est de restaurer la peine de mort. Quelqu'un vote plus de 100 000, on met la peine de mort sur lui. Vous allez voir, la corruption va finir. C'est la seule solution au Cameroun. Donc il faut une dictature féroce. Parce que la corruption a gangréné tout le système camerounais. Partout où vous passez, vous ne payez pas rien de mal. Ça, je vous le dis parce que moi, j'en ai subi les conséquences de cette corruption-là. Honnêtement. Il faut vraiment. Donc l'opération épervier, ça ne sert à rien. Ça va servir à rien. Sauf les races, les hommes, va fermer en petit. Pendant moins de 2 jours, pour vérifier nos cas d'identité corrects ou pas. C'est nous qui avons souffert. Les vrais voleurs même n'ont même rien eu. Est-ce qu'on peut penser, Sergi Nicanor, qu'il y a une protection de la caisse publique? Mais oui! Prenez l'exemple de l'auditeur qui vient de passer de Atananapuna. Ce monsieur, non seulement il s'est pris là tranquillement en France, il a été reçu au palais présidentiel. Vous vous rendez compte? Une personne qu'on a dit qu'il a volé les biens publics, chiffré à des milliards. Parce que là, maintenant, l'unité des mesures du niveau d'argent au Cameroun, ce n'est pas les millions, mais c'est des milliards. Quelqu'un qui a volé les milliards, il rembourse en remboursant. Parce qu'il reconnaît qu'il a volé. Mais quelques temps après, on le voit au palais présidentiel. On avait dit que le monsieur est protégé. C'est un système comme devait avoir. Il n'y a pas une manière de démontrer ça. Alors, mais justement, Sergi, je vous relance. Vous prenez le cas Basile Atanganakuna, d'ailleurs, qui est un cas patent, qui, après être sorti de prison, a été reçu par, on va dire, à la présidence de la République. Entre-temps, nous, vous, les Camerounais, sommes restés tranquilles. Êtes restés tranquilles. N'avez pas parlé. Où est le problème, à votre avis? Non, le problème, c'est parce que nous, Camerounais, on n'est pas un peuple. Nous sommes la population, non pas le peuple. Le peuple, c'est le peuple sénégalais. Vous avez vu
et tout, on t'a arrêté, ça ne peut pas pouvoir se mettre comme ça. Nous, on a reçu tous ces messages ici à Diaspora, que quand quelqu'un prend le taxi, il parle, il fait tranquille, sinon on va l'amener à Bonanjo. Vous voyez à quel niveau l'homme camerounais a peur. Vous croyez, moi, monsieur Gatouja, dans le taxi, je te donne mon opinion. Un civil qui ne sait d'où il sort, il dit qu'il va m'arrêter pour m'amener à Bonanjo parce que j'ai parlé de ce qui est vrai, pas que c'est le mensonge. Vous croyez que moi, je ne peux pas accepter ça? Franchement, nous, on n'est pas un peuple, monsieur Gassi, il faut qu'on te dise la vérité. Le Cameroun n'est pas encore le sang. Je prends un exemple ici, monsieur Gassi. Ici, dans la diaspora, notre propre peuple camerounais préfère traiter avec un étranger, soit ivoirien, tchadien, ghanéen, nigérien, qu'à son propre peuple camerounais. Je vous le jure. C'est les conséquences que nous, on dit dans la diaspora. Alors, dites-moi comment on va aller contre ce gouvernement. Oh là là. C'est impossible. On peut y faire ensemble. D'accord. Alors, on vous a compris. Donc, pour vous, l'opération Épervier n'a servi à rien. Voilà. Non, c'est rien du tout, rien du tout. Merci infiniment. Juste à camoufler les choses. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne, alors, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Oui, je suis à Boya. Depuis Bouya. Opération Épervier. Qu'est-ce que les Camerounais retiennent de cette opération? Vous particulièrement, qu'est-ce que vous retenez de l'opération Épervier, monsieur Saban? Monsieur Michel, c'est un machin. C'est un machin. Oui, c'est un machin, c'est rien du tout. C'est juste un clientélisme politique. Le président a créé cette opération parce que il va balancer les épées de Damoclès sur la tête de ceux qui sont têtus envers lui, ceux qui cherchent sa place. Ce n'est rien du tout. Parce que tous ces gens-là ont des dossiers, tous ces hommes qui travaillent avec lui ont des dossiers contre eux-mêmes. Et le président garde les dossiers-là que la CONAC, la SNIF, le contrôle supérieur de l'État donne. Le président garde ça comme épée de Damoclès sur leur tête. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est caché? Lorsque vous voulez un peu soulever la tête pour dire que vous voulez aussi être homme politique, être chef de l'État, mais le dossier sort. Le président étranger, c'est quoi? Ça, c'est rien du tout. Si le président Paul Biya veut assainir les comptes de l'État, le trésor public, il faut une loi. Enrichissement illicite, monsieur Michel. Il faut un article dans la Constitution. Enrichissement illicite. 2. Déclarer ses avoirs avant de prendre quelques fonctions dans le gouvernement. Mais c'est déjà connu, c'est l'article 66 de la Constitution du Cameroun. Le président Paul Biya sait, lui-même il a déclaré c'est bien, il sait très bien comment faire pour assainir les fonds publics. C'est un haut fonctionnaire, il connaît comment faire pour assainir, et on voit ça dans les autres pays. Il n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Il veut seulement rester au pouvoir. Il n'est pas un homme d'État, il est un homme politique. Il veut rester sur sa chaise comme un roi. Et puis pour ne rien travailler. Voilà, notre pays actuel, nous sommes tombés très très bas. Et les gens ne voient pas ça. Alors, mais justement, sur cette question, monsieur Saban, vous êtes d'ailleurs sur cette observation qui est la vôtre ce matin. Le peuple camerounais est-il donc conscient, si on s'en tient à ce que vous dites, que c'est une épée de Damoclès que l'on tient sous la tête de ceux qui veulent, à un moment donné, lever la tête et démontrer qu'ils ont eux aussi un mot à dire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tient ces derniers captifs? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une vraie opération, cette fois-ci, qui engage le peuple camerounais et qui est comment dire ça, sur laquelle le peuple camerounais a son droit de parole, a son regard? Monsieur Michel, avec un parlement, on peut sortir ce genre de loi. La majorité au bas du RDP ne laissera jamais faire quoi que ce soit. Monsieur Michel, si le président de la République était franc, tous ces services-là, qui luttent contre la corruption, la CONAC, la SNIF, le contrôle du supérieur de l'État, on devait leur dire de citer, d'amener ces gens, citer ces gens au tribunal directement. Et non, au lieu de faire contourner, aller d'abord à la présidence, au ministère de la Justice, on devait leur demander de les citer directement au tribunal et les faire juger. Qu'est-ce que le peuple peut faire?
Nous avons un parlement inutile. Il n'y a autour qu'un deux députés. Le noir Jean-Michel Michel et le noir Kabila Libi. Qu'est-ce que le peuple peut faire, monsieur Michel? Alors, nous n'avons pas de leader qui peut nous amener, qui peut nous donner le mot d'ordre que aujourd'hui on fait telle chose. Le peuple doit faire telle chose. Demain, le peuple doit faire telle chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voyez comment est la situation. On est supposé, pour vous, être dans le contrôle de l'action gouvernementale menée par les députés à l'Assemblée nationale. Vous n'y croyez pas. Peut-on réellement... Enfin, et vous accusez d'ailleurs la majorité obèse du RDPC à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire justement, dans cette configuration, que le peuple camerounais, dans sa globalité, est dans l'étau de ceux qui nous tiennent et font ce qu'ils veulent de ce pays aujourd'hui? Monsieur Michel, le peuple est dans un étau qui sert fort. Ce que nous devons faire, c'est nous inscrire, comme on dit, faire une vote sanction, surveiller les résultats, mais tout en disant à M. Abraham et le docteur Eric Soussé qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui va arriver. Parce que le peuple ne peut rien. Et nos leaders là, les partis politiques, autres sociétés civiles, les syndicats, ils doivent être dans l'action, monsieur Michel. Le peuple doit être... Je voudrais toujours dire que le peuple a besoin d'un leader qui le conduit dans les actions publiques. S'il n'y a pas un leader charismatique qui donne les mots d'ordre, le peuple sera là toujours comme ça. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien. Le RDP s'est embrigadé tout. Même les élections, je vous l'ai dit, dans une émission là, vous avez posé un sujet sur la table et vous avez dit que je serais très surpris de voir qu'on dépasse 8 millions. Vous allez voir à la fin. Ils vont vous dire qu'on n'atteint pas 8 millions. Et pourtant, nous voulons au moins 15 millions de votants avec les cartes d'électeurs. S'il n'y a pas ça, le docteur Éric Soussé doit nous expliquer cela. Il doit expliquer ça au peuple, pourquoi est-ce qu'on atteint, malgré cet engouement, pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas au moins 15 millions de votants. Très bien. C'est ça, monsieur Michel. Merci infiniment, monsieur Saban. Très bonne journée à vous. Et je rappelle en même temps que depuis 2006, cette opération épervier avait été d'ailleurs initiée et qui avait connu, on va dire, cette vaste opération judiciaire menée dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun. On a eu des gens qui ont été condamnés. Ephraim Inouni avait été arrêté en 2012 dans le cadre de cette même opération. Dont ce ministre dirigeant d'entreprises publiques ont été arrêtés et condamnés. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement aujourd'hui que l'opération épervier a été d'un apport qualitatif au Cameroun? Auditeur, on y a le bonjour. Oui, bonjour, M. Michel, c'est M. Fometti, depuis Paris. Bienvenue, M. Fometti. Peut-on bien évidemment dire qu'il y a eu opération épervier? Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'État du Cameroun n'a jamais dit aux Camerounais si l'argent a été récupéré ou pas. Commentaire. Waouh, M. Michel Ngatou, ça me fait rigoler quand j'entends ça. Ça me fait rigoler. Parce que si vous voulez, pour moi, d'abord, le premier perviable, c'est d'abord M. Biya lui-même. Ah bon? C'est le premier. Et après, il a créé un truc pour régler ses comptes, malgré que ces ministres ont fait des détournements. J'enrichis ce que M. Savon a dit. Malgré que ces ministres ont fait des détournements, mais il a fait créer ce truc pour régler ses comptes à qui ose lorgner son fauteuil. Donc, il n'y a rien dedans. Parce que le premier perviable, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Mais comment pensez-vous que le président de la République, qui est celui qui tient toutes les manivelles, soit le premier perviable? Quels sont vos arguments? Pourquoi le dites-vous? Mais M. Michel Ngatou, on parle de quelqu'un il a fallu que la diaspora, que nous, on se mobilise ici pour que Biya fait 2 ans au Cameroun sans voyager. On parle de quelqu'un qui passe, comptez sur les 45 ans. Comptez le nombre d'argent que M. Biya a versé à l'hôtel intercontinental en Suisse. Comptez cet argent. Comptez cet argent. Chaque jour, on nous parle des dons de chefs d'État, dons de ceci, dons de cela. Et donc, vous croyez que tellement M. Biya est le plus riche du monde. Il a passé toute sa vie qu'à faire des dons. A fait des dons aux Camerounais. Donc, il s'est me moquer des Camerounais. Dons de chefs d'État par-ci, dons de chefs de... Donc, c'est nous, comme on dit souvent, chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants, M. Michel Ngatou. Parce qu'il y a tellement de trucs qui ont été montés pour dire qu'on combat la corruption. On a cité des ministres qui sont en poste. On parle de la Camposte. On vous parle du ministre de la Maison territoriale qui a détourné 500 millions là. Juste rien par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans ce pays.
Donc, on parle des ministres et ils sont là, ils sont en poste. Vous parlez de quelle personne? Mais est-ce que Paul Biya, à pareil moment, peut décider justement de relancer cette opération épervier? D'aucuns pensent que s'il le fait, c'est parce qu'il rechercherait des bonnes grâces du Cameroun ou des Camerounais qui diront qu'enfin, on pensait qu'il ne dormait pas, il est debout. Mais est-ce qu'une telle opération serait la bienvenue en ce moment? Si oui, pourquoi? Monsieur Michel Ngadjou, la seule opération épervier que M. Biya peut faire, c'est de s'arrêter lui-même avec ses ministres et qui vont en prison pour tout le mal qu'ils ont causé au Cameroun. Parce qu'il ne paye à rien. La seule chose que pour moi, personnellement, qui peut faire encore que M. Biya sorte par le haut, c'est de faire la paix dans les deux zones anglophones. C'est de sortir les prisonniers politiques et aller à Bouya, à Bamenda, faire la paix dans ces deux zones-là. Le reste des opérations perdues, tout ça, c'est là. Il a pris des gens pour ceux qui rêvaient de division sur le Cameroun. Et ceux-là, ils ont même fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont détourné des biens. Mais c'est qu'à un moment, ils ont levé la tête. Le seul fait que Biya, pour moi, qu'un jour je pense que non, ça c'était un président du Cameroun, c'est d'aller faire la paix dans là où il crée cette sale guerre qui tue, qui envoie les Camerounais sans te tuer là-bas. C'est le seul truc qui peut le sortir vers le haut. Le reste, c'est il va dans la poubelle. Pour moi, il va dans la poubelle. Il ne me sert à rien. C'est le seul qui peut me faire un jour me dire non, ce monsieur a fait que je pourrais. Qu'il aille faire la paix dans ces deux zones-là. Qu'il prend les aïeux, ils sont tous ces gens, ils vont à Bamenda, ils vont à Bouya pour faire la paix. C'est ce que nous voulons. Alors, nous rappelons par ailleurs que Inoni Efrem, ancien Premier ministre qui avait été arrêté dans le cadre de l'opération Épervier, est déjà sorti de prison. Le code de délit n'avait jamais été restitué. On en parle presque plus aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a des complicités, des manigances, des tractations mises en place pour pouvoir protéger, entre guillemets, les voleurs à col blanc? Mais monsieur Biya, il y a monsieur Edmond Kambia, qui avait fait ce qui avait parlé du dernier directeur du chantier naval, qui est Cameroun, dernier directeur productif qui a rapporté l'argent au chantier naval, qui était efficace, juste pour des raisons, parce qu'on le prétendait être ministre, premier ministre. Quand je vous dis que le Cameroun, c'est un gang. Rien que l'entourage, les autres, comme ils ne voulaient pas de lui, l'autre gars, ils sont allés le salir. Il y a plein de prisonniers. Il y a plein de prisonniers qui sont en prison juste à cause des gangs. Parce qu'il y a un groupe des cartels, c'est de chacun. Quand tu as un gang qui est fort, le type, il est en prison, il s'appelle Fondinga. Dernier directeur du chantier naval camerounais, productif. Donc celui qui a encore fait bénéficier les gens. Après, on a eu des autres directeurs du chantier naval qui étaient des expatriés qui n'ont rien apporté au Cameroun. Mais le dernier directeur du chantier naval productif est en prison juste par haine et par jalousie des autres qui ne le voulaient pas. Donc on est dans un cartel. Et les plus forts se maintiennent. Donc la seule personne qui va renverser la vapeur, qui peut renverser la vapeur, c'est le peuple camerounais. C'est le seul. Il doit créer son cartel aussi, c'est ça? Hein? Je ne demande pas. Non, je ne demande pas. Je demande, le peuple doit créer son cartel pour pouvoir bousculer le cartel au pouvoir, c'est ça? Mais le cartel du peuple, c'est quoi? C'est des sunnis, c'est des sorties. C'est des sorties, c'est tout. Regardez comment ils meurent. Regardez un peu. Regardez ce qui se passe. Je vois ici la nationale, Bafsam Douala. Regardez cette route. Regardez cette route. Comme d'autres routes, hein, parce qu'il ne faut pas que ici, on va dire c'est marrant. Regardez ça. Nous, ici, on voit ça. On se cache même. Regardez cette route. Les gens pour les Douala, parce qu'on fait plus de 7 heures de route. Les Camerounais payent leur mort, M. Michel. Combien de Camerounais savent qu'ils payent la route sur laquelle ils roulent? Combien de Camerounais le savent? Il va te dire, pourtant quand il paye son billet, son ticket pour voyager, il a l'argent de l'entretien de cette route qu'il donne. Mais est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent qu'il peut revendiquer cela? Pour moi, il faut paralyser cette route. Il faut paralyser ça jusqu'à ce qu'ils construisent des routes. Vous ne pouvez pas payer votre mort tous les jours. C'est quoi ce peuple, M. Michel? Vous payez votre mort tous les jours. Vous demandez aux Camerounais de paralyser la route de Douala Bafoussam, c'est ça? Vous voulez bien évidemment mettre les gens en danger. Hein? Mais M. Michel, combien de Camerounais sont morts pour rien sur cette route? C'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut une vie? Qu'est-ce qu'il faut une vie, M. Michel? Il faut paralyser tous ces trucs pour qu'ils construisent des routes. Non.
Les gens sont là, c'est la manque. Mais ils se lamentent de tous les jours, c'est quoi ça? C'est assez violent quand même de dire qu'il faut paralyser une route quand même. Les gens qui sont morts, les gens qui sont morts. Nous sommes d'accord, mais demander aux Camerounais de paralyser une route, ce ne serait pas aider les Camerounais à pouvoir rallier une ville à une autre. Et bien évidemment, il faut penser aux conséquences qui seraient drastiques aujourd'hui, quand même. Parce que paralyser une route ne permettrait pas que l'on la reconstruise 2 jours après, quand même, non? Depuis qu'on construit, vous avez vu quelle route alors? On nous a parlé des tronçons, vous avez vu quelle route? Puisque c'est des routes qui produisent de l'argent. Il y a des péages sur ces routes, M. Michel. Il y a des péages sur ces routes. Les Camerounais payent leurs morts. Ils payent leurs morts tous les jours. En payant un ticket dans une agence de voyage. Vous voyagez, la route n'est pas bonne. On va aller accuser les chauffeurs. Oui, on dit on accuse. Mais qui donne les permis? Qui donne? C'est pas dans ces ministères-là qu'on va payer pour avoir des permis? D'accord. Merci beaucoup, M. Foumeté. Merci d'avoir vidé votre gosier. On peut même vous comprendre. Bonne journée à vous. 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, monsieur. Bonjour. Monsieur bonjour. C'est Rameau. Oui, c'est Rameau. Voilà, nous on vous reconnaît par la voix Rameau. Alors Rameau, opération épervier de 2006 à 2024 aujourd'hui, qu'est-ce que les Camerounais, qu'est-ce que cette opération a apporté ou apporte encore au Cameroun? Dans cette opération, monsieur Michel, vraiment c'est des histoires. C'est la comédie. Et nous endorment avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec le tonton qui vient de passer la partie vraiment. Il a tout dit. Le Cameroun a les dirigeants qui méritent. Le peuple a accepté. On doit vivre ça. Ouais, parce que le pouvoir, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Donc si nous restons tranquilles, ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Ouais. Très bien. On n'a pas le droit de nous plaindre. On espère que le message est passé. Merci beaucoup, Rameau. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Alain Patrice. Vous vous appelez comment? Alain Patrice. Alain Patrice. Oui. Alors, nous parlons de l'opération épervier de 2006 à 2024 aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple camerounais doit retenir de l'opération lancée par M. Paul Biya lui-même? Tout ça, c'est la dispersion, monsieur Ngatou. Tout ça, dit tout à l'heure qu'on doit accepter voilà pas. Aïe. Pourquoi on a la peine à vous avoir? Allô? Oui, ce que je vais suggérer, c'est que on doit se lever, on ne doit plus payer le péage. On ne doit plus payer les péages à partir de si qu'on arrête de plus payer les péages. Lorsque une personne s'arrête, pour les autres, c'est chaud. Aïe. Alain Patrice, j'avoue que la communication n'est vraiment pas bonne. Tentez de nous revenir. Ou à défaut, vous nous appelez via WhatsApp. Nous pourrons vous écouter bonnement via WhatsApp. Et là, il n'y a pas de problème. On vous entendra sans souci. N'hésitez pas, ok, Alain Patrice. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp uniquement. Vous pourrez nous avoir. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue, cher monsieur. Bonjour. Nous vous appelons comment? Adrien depuis Kribi. Adrien depuis Kribi, de plus en plus présent sur nos antennes. Merci beaucoup. Nous parlons bien sûr de l'opération épervier. Adrien, qu'est-ce que toi, en tant que citoyen camerounais, tu retiens de cette initiative de M. Paul Biya lui-même? Merci d'avoir me passé la parole. Baissez le volume de votre radio. Mettez-vous où on peut vous écouter sans problème et rapprochez le téléphone de la bouche, s'il vous plaît. Non, on vous entend. Le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Vous me suivez bien maintenant? Oui, là, le son, c'est bon. C'est nickel. Nous vous écoutons. Merci mon frère de m'avoir me passer la parole ce matin avec beaucoup
insistant depuis hier pour l'avoir, ce n'est pas facile. Je crois que la ligne est tellement basée sur la qualité de vos programmes. Nous, courage. Ce que je dis pour l'opération épervier ce matin, nous constatons que c'est juste une institution pour enrichir le fonds public comme d'habitude au Cameroun. La première est que ces institutions ne nous apportent du tout rien. L'opération épervier au Cameroun n'est qu'une histoire qui est à l'image de notre gouvernance. Si M. Biya veut démontrer aux Camerounais que l'opération épervier avec toutes les autres institutions mises en place pour pouvoir traquer les bandits à col blanc, comme lui m'a si bien dit. Et il nous arrête d'abord ces bandits de Covid et Kangate. Parce que les dossiers de Covid et Kangate sont posés sur sa table, il est de cela que tout le temps. Il est resté bouche cousue. Parce qu'il crée une institution, c'est lui qui tient le commande. Comme on dit souvent, on donne la chèvre à quelqu'un et on arrête la corde. Nous constatons que toutes ces institutions n'est pas à l'image de la gouvernance de M. Biya. Alors ça ne nous avantage pas. Beaucoup sont arrêtés et se mis en prison et un beau jour, on nous dit que tout a été appliqué. Alors le code de délit n'est jamais remboursé sur ces arrestations de détournement de deniers publics. Nous pensons humblement que si il nous aide et il nous fait croire à un certain moment que ces institutions sont en amont sensible et lutte contre le détournement de deniers publics. Après ça, après avoir arrêté ces bandits à col blanc, ces personnes peuvent bien que rembourser le code des délits. En les emprisonnant, finalement, ça ne fait même à rien parce que restent avec le code des délits, les deniers publics, quand on les arrête pas. C'est pour ça que nous pensons qu'elle est nulle et nulle. Ça ne rapporte rien aux Camerounais. D'accord. Pour vous, ça ne rapporte rien aux Camerounais. Allô, Adrien? Oui, monsieur, je suis avec vous. Pour vous, ça ne rapporte rien aux Camerounais parce que le code du délit n'est pas restitué. Bon, bien évidemment. D'accord. Merci beaucoup, Adrien, depuis Kribi. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, Raoul. Merci bien Michel. Sur la table ce matin, nous parlons de l'opération Épervier 2006-2024. Paul Biya, président de la République du Cameroun, dit assainir les mentalités autour de la corruption. Quel bilan vous en faites-vous? Un bilan très négatif. Ça, c'est de l'entourloupe. C'est la plus grande frappe que le Cameroun n'a jamais eue. L'opération Épervier. C'était juste créé pour régler les comptes entre eux, les membres du gouvernement. Donc, au cas où tu veux soulever la tête, est-ce que vous connaissez un ministre qui n'est pas éperviable, Michel? J'en sais trop rien, je ne suis pas policier. Ok. Vous connaissez un ministre qui n'a pas marqué la haine du Covid? Non, tous les ministères, sans exception, sont impliqués. Ok. Vous connaissez tous ceux qui ont été impliqués sur la canne, construction des stades, marché et tout ça. Ils ont été inquiétés un jour? Pas du tout. Ok. Donc c'est la plus grande frappe. C'était juste pour voler les yeux du peuple. Et enfin, quelqu'un est venu ouvrir nos yeux. Tout ça, c'est les méthodes qui marchaient avant. Ça ne peut plus marcher. Donc, c'est la plus grande entourloupe que le Cameroun ait jamais eue. Quelle méthode qui marchait avant qui ne peut plus marcher aujourd'hui? Michel, vous dites? Quelle méthode qui marchait avant qui ne peut plus marcher aujourd'hui? Ça n'a même jamais marché. On a arrêté qui? Tout ce qu'on a arrêté, c'est les innocents. Vous croyez qu'on a arrêté? On a arrêté quelqu'un aujourd'hui, il remet le code du délit. Le lendemain, le roi le reçoit pour le féliciter. Vous croyez que, monsieur Michel, ça fait rire, mais c'est une réalité. Nous avons été trop bêtes avant. Trop bêtes. Quand on pense à ce qui s'est passé avant, au moment de Dieu, on ne peut que rire. En fait, le RDPC nous a beaucoup fait du mal. En fait, quand vous parlez de la route Douala-Bafoussam, là, mais vous croyez que normal, c'est on était dans un pays normal. Si on était vraiment des gens conscients. C'est que cette route n'est pas barrée. C'est que moi, au niveau de Lumna, ils vont barrer la route. Vous avez vu peut-être dans un autre pays où il y a un accident, peut-être comme ça s'est passé en Djungo. Dernièrement là,
les populations de Banga seront sorties et barrer la route, que tant qu'on ne repart pas le tronçon, rien ne peut plus passer. Et en fait, quand ils font ça, l'homme prend le relais. Et quand l'homme prend le relais, Djombe prend le relais. C'est comme ça que ça se passe dans un pays normal où il y a du peuple. Visiblement, vous voulez soulever le pays, hein? Monsieur Michel, ce n'est pas sur le pays. Mais quand vous amplifiez une telle communication, les Camerounais qui sont sur cet axe routier peuvent se lever et commencer à barrer les routes. Et pourtant, penser aux conséquences aussi. Non, je vous donne un exemple, je ne vous coupe pas. Quand il n'y a pas la lumière d'un quartier, quand on barre la route, la sonnette ne rétablit pas rapidement. Non, je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez que pour tout avoir, il faut toujours avoir un soulèvement populaire pour tout avoir, pour obtenir ce que vous voulez en tant que peuple? Quand on a un gouvernement délinquant, quand on a un gouvernement que depuis plus de 42 ans, ils n'ont rien fait, vous voulez qu'on utilise quelle méthode? On part tout dans la paix et dans la paix et dans la transparence. C'est ce que vous voulez? Monsieur Michel, c'est très grave. L'un n'est plus la paix et la transparence. Il faut danser le son qu'ils ont mis. C'est ça qu'on doit faire maintenant. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Raoul depuis EDEA. Merci. Allez, madame, messieurs, retour en studio. Nous sommes avec vous sur Jambo FM, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons passer au deuxième sujet de ce matin. Mais surtout, nous disons merci à tous et à chacun. Il y a un auditeur en ligne d'abord. On le prend d'abord. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur en français de Jambo FM. Bonjour, papa fidèle. Vous allez bien? Non, très très bien, comme le Cameroun, mon frère. D'accord. Alors, papa fidèle, nous espérons que vous comprendrez dans le sujet de ce matin. Nous parlons de l'argent que les gens volent au Cameroun. Hein? Et que Paul Biya, depuis 2006, a dit qu'il a lancé l'opération Épervier pour les arrêter. Alors, nous, on veut bien savoir, après toutes ces années, qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Est-ce qu'on vous a dit un seul jour qu'on a au moins récupéré l'argent que ces derniers ont volé? Monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Oui, papa. L'opération Épervier, on drone au Cameroun qui contrôle les membres du gouvernement. Ça veut dire quand tu lèves la tête, on frappe. Hein? Oui. Il n'y a pas seulement l'opération Épervier, il y a la police des polices qui contrôle les hommes de la sécurité. Que si on voit, je vais vous dire quelque chose. Les gens, beaucoup de ministres ne vont pas aux cérémonies dans leur village parce qu'ils ne veulent même pas s'asseoir même avec ceux qui lèvent la tête du Cameroun. Parce que quand ils marchent, on les suit de près, derrière. Et ils ne partent pas dans leur village. Donc, pour éviter ce genre d'opération Épervier, ce n'est pas pour faire quelque chose qui devait rendre compte à quelqu'un. C'est pour suivre. C'est une machine à surveillance des membres du gouvernement. Il y a maintenant aussi l'autre, on appelle le redressement. Le redressement, c'est pour les hommes d'affaires qui ne sont pas dans le gouvernement. Donc, vous voyez, c'est le même nom. Opération Épervier, redressement et police de police. C'est le même nom. Donc, c'est réparti. C'est une tour de contrôle. Celui qui lève la tête quand tu as ton entreprise. Vous voyez, à un moment donné, il y a Mohamed n'était plus aux affaires de l'État. Il est allé à la FECAFOUT. Quand on a cherché à l'enlever à la FECAFOUT, ça n'a pas marché. On est rentré encore à la Côte de Coton, qui était quitté, ça faisait longtemps, pour le prendre. Et là, je vais même rappeler que le premier contrôleur qui était parti pour faire l'audit avait rendu son détournement. Je pense que bien si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était un peu comme ça. Alors, pas pour dire que l'opération était venue pour arrêter ceux qui volent au pays. Celui qui avait construit sa villa à 23 milliards de francs, qui disait que c'est la deuil de son frère, je ne sais pas s'il y a encore. Il a travaillé. Quel membre du gouvernement peut travailler jusqu'à avoir 23 milliards pour construire seulement une villa à M. Gassou? Il n'a même pas d'entreprise au Cameroun qui encadre 22 Camerounais. Et il construit sa villa de 23 milliards. Pourquoi l'opération Épervier n'a pas inquiété? Vous comprenez un peu que c'est une machine qui a son rôle. Donc, je ne peux pas les activer. Ils sont entrés, dès qu'on l'avait créé, ils sont entrés dans leur bon rythme jusqu'à présent. Il n'y a pas encore eu de défaillance pour eux. Ça travaille très bien. Ce n'était pas pour le peuple. Bonne émission. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. Allez, madame, messieurs, nous sommes sur Jambo FM. Dans un instant, nous parlerons tribalisme au Cameroun. Nous demanderons exactement pourquoi jusqu'ici, on n'a presque jamais puni qui que ce soit autour des propos tribalistes. Qui sont ceux qui l'encadrent? Et bien évidemment, comment peut-on rentrer dans une promotion réelle de cet état des choses autour d'une société camerounaise? Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Tribalisme au Cameroun, mesdames et messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à chacun. Nous tentons bien évidemment ce matin d'en parler. Quel regard vous y jetez et comment appréciez-vous le fait que les Camerounais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les rues, à certains endroits quand même du Cameroun, brandissent toujours la fibre ethnique. Tribalisme au Cameroun, au moment où nous sommes bien sûr en République, comment revenir à un climat de sérénité? Qui sont ceux qui sont d'ailleurs à l'origine de ce tribalisme au Cameroun? Comment l'évacuer? Comment vivre en toute fiabilité, en toute sécurité, sans prendre en compte ces relents de repli identitaire au Cameroun? Madame et messieurs, nous en parlons avec fierté sur notre antenne ce matin, mais surtout nous mettons le doigt dans la fourmilière ou le pied dans la fourmilière afin de comprendre les avis des uns et des autres, comme le veut la tradition sur notre antenne, au cœur de la libre antenne. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole bien sûr aussi 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98. Tribalisme au Cameroun, quel regard vous y jetez? Qui doit punir? Pourquoi brandit-on ce tribalisme permanemment? Merci à vous, merci à chacun de réagir sur la question. Mais avant de prendre toute réaction, je voudrais simplement préciser aux Camerounais que sur des éléments historiques ou empiriquement, faut-il rappeler que le Cameroun a été d'abord sous protectorat allemand au cœur bien évidemment des années 1800 jusqu'en 1916, année à laquelle l'Allemagne avait été chassée du Cameroun. Souvenez-vous que le peuple bamileke, je vais faire justement une fixation là-dessus afin qu'on puisse mieux se comprendre, que le peuple bamileke par les Allemands, ils avaient décidé, souvenez-vous, en 1912, d'exterminer le peuple bamileke. Entre autres, avec la colonisation et le combat très farouche de ce peuple bamileke vis-à-vis de la colonisation, tout comme le peuple bassar en même temps, Lamberton, souvenez-vous, historiquement, pour la colonisation française, en partant du Cameroun, dira « Nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, c'est le peuple bamileke ». Et entre autres, aujourd'hui, on peut lire, on peut écouter, un bamileke ne sera jamais un président de la République, un bamileke ne sera jamais au pouvoir, et ceci a été bien évidemment huilé, entretenu, et ça monte chaque fois. Finalement, on a l'impression que il y a tout un bouclier mis en place au Cameroun pour absolument brandir la fibre ethnique, lutter, combattre, cogner les têtes des Camerounais entre eux. En plus, puisqu'on en parle ce matin, nous souhaitons bien sûr que vous preniez la parole et que vous nous dites ce que vous en pensez. S'il vous plaît. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Je rappelle que la fixation n'est pas faite autour du pays bamileke, hein, parce que aujourd'hui, vous pouvez entendre des propos comme, on va dire, Bamenda, d'ailleurs, Bamenda, ou encore Mouton du Nord, etc. Alors, nous en parlons bien sûr ce matin. Il est avec nous de nouveau sur la radio. C'est M. Lepako. Bon retour, M. Lepako. Oui, rebonjour, M. Michel Gatou. Rebonjour aux auditeurs de Djambo. M. Michel Gatou, c'est vrai, ce sujet nous fait beaucoup de mal. Je veux dire sur le plan de la communication, parce que dans la réalité, je vous ai dit, quand vous achetez votre poisson en route, vous achetez votre beignet, vous arrêtez dans une gargote pour manger quelque chose et tout, vous ne demandez pas si le servant ou celle qui est là est Basta ou Aoussa ou je ne sais quoi. Mais dans l'expression publique, ou bien dans le, comment on appelle ça, dans le ressentiment, puisque je vous ai déjà dit, les médias sont devenus la première puissance, le premier pouvoir. Donc nous avons tendance à l'ignorer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un phénomène qui vaut 1%. Vous le mettez dans les médias, ça devient 100%. C'est vraiment le cas de ce tribalisme dont on nous parle. Il y a un groupe de bandits qui se sont mis au pouvoir, qui ont confisqué tous les postes importants du pays,
Et pour empêcher que les gens regardent ça de très près, ils se mettent à organiser ce genre de communication à tous les niveaux. Dès que vous créez un parti, on essaie de faire croire que ce parti vient de la région de son président. Dès qu'il y a un petit secteur qui est un peu florissant, on dit ah ben le commerce c'est les Bamileke. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire à une entité, mes frères Bassa, que le football ou la FECAFOOT leur appartient. C'est-à-dire le président de la FECAFOOT, l'entraîneur, celui qui commande les stades, les Roger Mila, toutes les anciennes gloires qu'on peut valoriser ne peuvent être que des Bassa. Et du coup, ça a créé, vous avez vu ce qui s'est passé avec le jeu de la mafia qu'ils ont organisé autour de Samuel Eto'o. Mais le peuple Bassa s'est retrouvé pris en tenaille. Vous êtes au courant que notre frère Niamey est menacé de mort. Il n'est pas menacé de mort parce qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il est menacé de mort parce qu'il a dit la même chose que les autres alors qu'il est Bassa. Voilà le climat. Je vous dis, le régime colonial qui est là nous fait tellement de mal. Et si nous ne faisons pas attention, ça va nous amener très loin. Et c'est ça qui débouche maintenant dans ce discours général. Mais c'est vrai, le peuple bamileke, je ne le dis pas parce que nous sommes contre les Bamileke. Non, c'est vrai ils sont ceux qui subissent le plus ce tribalisme qu'on essaie de nous imposer à partir de tout ce que vous avez cité en référence historique. Donc on a vu les gens qu'on a chassés à Yaoundé, il y a des Bamouns qu'on a chassés à Egolo, à Sambelima. C'est la même rhétorique en permanence. Un Bamileke ne sera jamais un président de la République. Donc ce n'est qu'un discours. Mais dans les réalités, je vous dis c'est très différent. Mais je vais prendre 2 ou 3 cas pour illustrer mon propos. Je pense que la faute est à nous, mais pas nous ici au Cameroun, parce que nous ici au Cameroun, nous savons que notre justice ne fonctionne pas. Mais la diaspora a les moyens. J'avais déjà conseillé ça à un ami qui était venu du Canada à nous visiter ici. Je lui ai dit, mais quand même, quand Momo, le ministre Momo, le gigantesque là, je ne vais pas utiliser, essaie de trouver un mot qui sied bien à lui, mais tous ces mots on ne peut pas les dire à votre antenne. Mais ce monsieur-là nous a rappelé un jour que les Bamileke sont comme les Juifs qui se rappellent que Hitler les avait exterminés. C'est-à-dire qu'il invitait le président Paul Biya, s'il en reste encore, à tuer tous les Bamileke comme Hitler l'avait fait avec les Juifs. Mais ce n'est pas acceptable ça. Mais si la diaspora portait plainte contre cet individu, il ne pourrait plus mettre pied en Occident. Il ne pourrait plus, parce que ça c'est un appel au génocide. Et vous voyez que comme on n'avait rien fait vis-à-vis de Momo, on a vu sur le réseau récemment, moi j'ai reçu ça dans mon inbox, une de nos jeunes consoeurs là, il y a une jeune Camerounaise là, qu'on avait chassée d'ici parce qu'elle ne payait pas son loyer, on l'a chassée. Elle est partie se réfugier en France. Elle tient les mêmes propos. Elle dit que le Cameroun ne peut pas se développer avec les Bamileke et que d'ailleurs les Bamileke sont comme les Juifs et il faut voir que Hitler avait traité ça vraiment comme de la vermine. Donc vous voyez que comme on n'avait rien fait avec Momo, c'est la récidive. Le 3e cas, c'est celui de mon frère Elie Bilobé. Monsieur Ngachou, Elie Bilobé pose un problème qui est réel. Bon, même si dans la problématique qu'il a posée, c'est parce qu'on ne lui a pas donné un poste. Si on l'avait laissé gagner la mairie au SDF et tout, il n'aurait pas embrassé ce combat qui nous concerne tous. Mais c'est une situation qui est réelle. La situation du peuple Douala dans tout l'espace côtier. Mais Akeremoun avait trouvé une très bonne solution pour cela. Il suffit de lire les programmes. Je vous dis, quand nous allons changer notre pays, même les Douala seront les premiers à être contents de la façon dont notre pays va se développer. Parce qu'on va trouver une architecture économico-culturo-sociale pour permettre la vie, comment dire, de remettre la structure de la royauté Douala dans cette région-là, sans pénaliser qui que ce soit, sans dire aux gens rentrez chez vous, bien vous avez acheté nos terrains et tout. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui amène Elie Bilobé aujourd'hui à se dévestir contre une tribu comme si les Bamileke n'étaient pas venus ici chez nous, est-ce que Douala serait développé?
si on peut dire que Douala est développé, parce que bon, ça c'est un autre sujet. Douala, comment on appelle ça? C'est une latrine à ciel ouvert. On ne peut pas avoir une ville sans ce qu'on appelle les canalisations, les canalisations des déchets. Nous vivons sur nos déchets à Douala. Chacun a son petit puits là derrière qui est un fermenteur de microbes. Donc, voilà, donc il y a tellement à dire là-dessus, mais je dirais simplement que la faute c'est à nous. Nous ici au Cameroun, parce que nous ne portons pas plainte. Même si on portait, ça ne marcherait pas. Mais la diaspora a plus de moyens. Cette jeune fille qui a parlé là, si 2 ou 3 Camerounais... Vous parlez de Marlène Mvoutou, en fait. Voilà, de Marlène Mvoutou, c'est ça. Depuis que je vous parle là, je suis un peu perturbé parce que j'étais en train de chercher sur mon téléphone la personne. Voilà, c'est Marlène Mvoutou. Si Momo avait fait cette déclaration, on l'avait condamné. Notre jeune soeur n'aurait pas fait ces mêmes déclarations. Mais aujourd'hui, elle refait les mêmes déclarations étant en France. Et elle croit qu'en France, elle est dans une zone d'impunité totale. Mais non. Si nos frères, là, comment on l'appelle, les Kamites, je sais pas, les Betty, les Kamites, ils ont des noms extraordinaires là-bas et tout. Mais si ils constituent tout simplement un dossier, ils vont porter plainte dans un commissariat ou bien à la justice, ou je sais pas où on porte plainte là-bas. Mais cette jeune fille sera convoquée, elle va expliquer pourquoi elle demande à ce qu'on extermine les Bamilékés. Très bien. Et une fois que ce sera fait, tous les autres vont se ranger. Parce qu'on n'appelle pas au génocide d'un peuple comme ça en toute impunité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. On vous a suivi, hein, très très bonnement. Merci, bonne journée. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. 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 Nous vous appelons comment? Oui, c'est Ngela. Nous vous écoutons ce matin. Tribalisme au Cameroun, des gens s'amusent encore à brandir toujours la fibre aujourd'hui. Est-ce que le but, soit c'est de distraire davantage les Camerounais, ou le but c'est de diviser davantage les Camerounais et de créer un climat qui est tel que nous nous regardons entre nous, peuple globalement, aujourd'hui unanime autour d'un combat qui est celui d'arracher notre liberté, qu'on puisse se regarder en champ de faïence? Oui, merci. Bonjour Ngatou, bonjour à tous. Vous savez, le tribalisme en elle-même, c'est une fabrication coloniale. Je vous prends un exemple simple. Si un enfant de 4 ans sort dans une maison et se met à vous insulter, à vous traiter de zéro, macabo et tout ça, ce n'est pas du fait de lui. Ce n'est pas qu'il est un enfant têtu, non. C'est ce qui se passe chez eux. C'est ce qu'on apprend chez eux. Vous savez, quand la France ou bien l'Allemagne arrive au Cameroun, on regarde toujours ceux qui ont l'esprit faible et paresseux, et on les monte pour les faire savoir que non, ce sont eux qui ont le droit sur certaines choses. On regarde maintenant les têtus et on commence à dire, vous voyez, ceux-là qui font telle chose, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être avec nous. Je reviens maintenant sur le cas du tribalisme du style, vous allez rentrer chez vous. Aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique, nous sommes surpris que les multinationales parviennent à donner aux Camerounais, pas des jeux de leur société, des maisons typées. Jésus-Marie-Joseph. Les Occidentaux, les firmes occidentales parviennent par leur société à donner des terrains typés aux Camerounais avec des maisons dessus. Mais toi-même, un propre Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ton propre frère parvient à te distinguer et dit que tu n'es pas chez toi. Vraiment, c'est déplorable. Donc, ce n'est juste qu'un montage colonial contre certaines personnes qui peuvent apporter un plus au Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple camerounais dans sa globalité, pour pouvoir lutter efficacement contre ce tribalisme-là, peut se lever et que des organisations brandissent des plaintes contre la France, contre l'Allemagne, qui ont été au fait même de la naissance du tribalisme au Cameroun? On peut bien le faire, mais sauf que tant que nous allons rester dans l'esprit colonial, on ne peut pas s'en sortir. Nous nous exprimons en français. Qu'est-ce que vous allez dire contre un Français jusqu'à vous en sortir? Vous ne pouvez pas.
Mais par contre, si nous étions indépendants par notre monnaie, par notre langue, il y a des choses que nous pouvons expliquer à nos propres frères. Parce que les en bas d'en bas ne savent pas le tribalisme. Hein. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Quand tu sors pour aller payer ton beignet à Rico, tu ne cherches pas. Tu dis seulement que mamie beignet. Ou bien que quand tu vois nos frères qui vendent le Kessam, tu dis seulement que papa Kessam, donne-moi. C'est comme ça. Bon, le tribalisme maintenant fabriqué par les Occidentaux veulent qu'à un certain niveau, que certaines élites ne parviennent pas à avoir la possibilité de gérer le pays. Et il y a des peuples dont la France a juré par la bombe nucléaire qu'au Cameroun, il y a 2 tribus. On l'a cité tout à l'heure. Que si jamais une personne de cette tribune veut prendre la présidence, on est face au Cameroun de la carte du monde. Alors, justement, ce que le peuple camerounais ignore de la France, on parle bien sûr de la classe politique française, c'est que jusqu'ici, la France n'a jamais digéré le fait que le Cameroun a tenu tête à la France pendant la colonisation et a tué des milliers de Français dans la guerre, bien évidemment, de ce qu'on a appelé la guerre du nationalisme français. Il n'y a que le Cameroun et l'Algérie en Afrique qui ont suffisamment combattu la France, et il y a une haine viscérale vis-à-vis de la France contre ces Camerounais. Alors, sachant en même temps qu'en arrivant, le pays Bamileke, je le dis, avant même Fernand de Pau, le pays Bamileke fabriquait déjà des armes à feu. Et le pays Bamileke était très avancé du point de vue de son anthropologie, de sa sociologie, et c'était des royaumes très bien organisés. Alors, le but, effectivement, plus pour aller avec les Allemands, il était important de fragiliser ceux qui étaient plus avancés que d'autres. Et ne pas se mentir, la politique était coloniale. Monter les plus faibles contre les plus forts. C'est ce qui s'est passé au Rwanda avec le peuple Tutsi et le peuple Hutu. C'est ce qui s'est passé bien évidemment au Congo belge, avec la Belgique qui bien sûr a tenté de monter les ennemis contre les autres. Et c'est le même phénomène qu'on a eu au Cameroun. Merci infiniment mon frère, très bonne journée à vous. Merci. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Tribalisme au Cameroun, tribalisme à ciel ouvert, promotion du tribalisme au Cameroun. À votre avis, comment lutter efficacement contre ce tribalisme-là? Et la question, je la posais encore. Allô, bonjour. Oui, bonjour, rebonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban, rebonjour. Oui, rebonjour, monsieur Michel. Lutter contre le tribalisme au Cameroun voudrait d'abord que l'on comprenne quelles sont ses origines, monsieur Saban. Oui, mais l'origine est, comme le président le dit, est coloniale, mais quand j'étais petit, j'avais pris la caille lantée de ma mère. J'avais vu sur la caille lantée Egni Bamileke. Egni Bamileke. Oui, c'était écrit dessus. Egni Bamileke. Oui. Quand le président de la République, Aïdjo, a constaté cela, il a demandé qu'on lui enlève des nids dans les cailles lantées. Tout comme le président du Rwanda vient de le faire. Bon, à partir de là, si les gens qui nous gouvernent avaient de la volonté politique, c'est que le tribunal peut être éradiqué. Mais ils n'ont aucune volonté, ils instrumentalisent cela pour leur gain politique. Alors que nous, les gens d'en bas là, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons aucun problème. C'est au sud-ouest. Je n'ai aucun ami qui est de ma tribu. Tous mes amis sont d'ici. Et puis d'ailleurs, même les gens du centre sont mes amis là-bas. Je n'ai aucun ami qui est de ma tribu. Nous avons notre petit cercle où nous causons souvent. Et je m'entends toujours avec ceux qui ne sont même pas de ma tribu, même les gars du Nord. Mais les gens de ma tribu, je n'en ai pas comme amis. Donc vous voyez que c'est le gouvernement qui cherche à cantonner les gens. Mais si Marlène Mvutu a demandé qu'on extermine les Bamileke, qu'elle sache que la loi du nombre compte. Elle ne doit pas ignorer ce qu'on appelle la loi du nombre et le courage guerrier
de certains peuples au Cameroun, comme le peuple même Bamileke là et le peuple Fulbe. J'aurais bien souhaité de ne plus la citer parce que... Les autres peuples de la forêt là aiment enlever leur gibier du piège, le gibier déjà mort. Oui, mais permettez, M. Sabon. J'aurais bien souhaité, en toute humilité, de ne plus la citer parce que vous savez, il y en a qui se nourrissent de ce type de propos pour davantage pousser plus loin, on va dire, leur projet funeste en réalité. Et je ne souhaite pas, donc ne citez plus les noms pour pouvoir nous éviter des choses qui ne nous ressemblent pas. Allez-y, cher monsieur. Oui, mais monsieur Michel, je vous ai dit, c'est le petit peuple qui a un grand nombre. Les élus là, et c'est une petite quantité. Je suis né dans un village à l'ouest qu'on appelle Fouquet. Le fils de mon oncle était la troisième personnalité de l'UPC, King Abel. Il était la troisième personnalité de l'UPC. Les colons ont profité de cela et ont décimé. Il y a eu plus de 2000 morts dans un petit village. Les gens peuvent vous le dire. Les gens peuvent vous le dire. Non, mais attendez, quand on dit 2000, ça c'est quoi? C'est sous le maquis? C'est sous la lutte pour le nationalisme, c'est ça? Et c'est ça. Alors, les vrais maquisards qui étaient les Français ont tué au moins 1 million de Bamileke avec le napalm. Il faut bien sûr le rappeler. Ici chez nous à Foucault, c'était pire, monsieur Michel. Voilà. Ça, c'était la France. Le napalm, jusqu'à ce que même les poulets étaient brûlés dans les maisons. Après, on les a rassemblés dans des camps, comme les camps de concentration où nous sommes encore aujourd'hui. Oui. Donc, si quelqu'un était dans son village où il pouvait élever ses chèvres et ses porcs et ses canards et puis ses poules, on les a rassemblés dans les camps de concentration où nous sommes encore jusqu'à nos jours cantonnés. Monsieur Michel, pour le tribalisme, le petit peuple... Est-ce que le petit peuple camerounais, excusez, je vais parler un peu comme au quartier, est-ce qu'il n'y a pas un peu de bêtises qui animent les Camerounais qui sont dans la promotion de ce tribalisme sans même comprendre les origines? J'essaie bien sûr de replacer. Dire déjà que en arrivant, je parle bien sûr des Allemands, en arrivant, le Cameroun avait ses royaumes. Et le royaume Bamileke, dans sa globalité, était très organisé, comme dans le nord, l'extrême nord du Cameroun. Tout était très organisé. Et on arrive, on se rend compte que c'est des gens qui connaissent c'est-à-dire que leur histoire. Ils sont capables de te parler de leur antériorité sur 4, 5 ou 6 générations par le passé. Et je vais dire, l'Occident, les Allemands se rendant compte que ce peuple était très avancé, il fallait tout faire pour le réduire. Non seulement l'a réduit, mais ce peuple connaissait déjà fabriquer l'arme à feu. Avant même l'arrivée de Fernand de Pau, qui a découvert le Rio dos Camarouès. Et aujourd'hui, les Camerounais s'amusent quand même chaque jour à promouvoir cela. Et finalement, ne pas punir aussi, monsieur Sabon. C'est fait à dessein, semble-t-il. Monsieur Michel, le peuple bamileke était organisé et puissant. Vous voyez toutes les danses de l'Ouest. C'est l'Ouest bamileke. Ce sont des danses guerrières. On fait la main comme si on lançait la flèche. Ce sont des danses guerrières. Mais les Allemands sont partis depuis, monsieur Michel. Les Français sont partis. C'est le gouvernement en place qui devait... Oui, mais le gouvernement en place est un gouvernement français. Est-ce qu'il faut pas le dire, monsieur Sabon? Je m'explique. Oui, il est français. Il est français parce que les accords coloniaux pèsent encore sur le Cameroun et la mainmise de la France est encore très présente sur le gouvernement camerounais partant du chef de l'État. C'est une réalité. Raison de plus pour voter, trouver un leader et faire les états généraux du pays pour mettre des bonnes bases. Comme je vous ai dit, le sous-mérite des états généraux. Parce qu'ils sont partis sans partir. Les colons sont partis sans partir. Ils ont laissé leurs sous-préfets. Les sous-préfets sont là. Donc, nous devons voter sur le vote. Parce que chacun se rend au bureau de vote avec son bidon d'essence. Comme ça, nous avons notre leader. Attention. Le leader va nous organiser. Attention. On ne va pas vous... Non, on met les bases d'un bon pays. Très bien, merci beaucoup. Mais on n'est pas d'accord. C'est bon, merci. On n'est pas d'accord avec l'approche que des gens aillent voter le bidon d'essence. Vraiment. Je vous en prie. Il ne faut pas qu'on nous dise que la radio est là pour monter des gens contre X ou Y. On ne veut pas. Pardon. Un auditeur nous attend depuis quand même de longues minutes sur WhatsApp. Allô, bonjour, sur WhatsApp. Bonjour, Michel. Oui, c'est Bertrand.
Oui. Alors, enfin, vous êtes là, vous avez tenté en début d'émission de nous parler un peu de la question du tribalisme. Nous y sommes maintenant. Que voulez-vous évoquer, Bertrand? Oui, exactement. Je voulais parler de la dame que les autres viennent de parler tout à l'heure. Mais je voulais commencer sur ceci. Il ne faut pas toujours qu'on jette la pierre à la France, à l'Allemagne, parce qu'il faut aussi copier de bons exemples. Par exemple, je vis en France, dans un pays qui est constitué de beaucoup de tribus, comme les Normands, les Marseillais, les Corses. Mais c'est un pays qui s'entend, il n'y a pas de tribalisme ici. Quand tu es français, tu es français. Non, attention. La France est consciente de ce qu'elle a fait au Cameroun, comme dans tous les pays africains. On s'entend très bien, Bertrand. Ça veut dire quoi? La France a bien pris soin de protéger son peuple à lui, de ne pas morceler son peuple. Maintenant, pour pouvoir mieux s'imposer sur le continent africain, notamment au Cameroun, en respectant le code noir qu'on appelle la charte de l'impérialisme, dont je vous inviterai à lire le premier article qui dit bien, notre mission est de diviser pour mieux régner. Ce n'est qu'une réalité, chers frères. Mais monsieur Michel Gatou, le peuple camerounais n'est pas un peuple primitif. Le peuple camerounais est un peuple intelligent et c'est une volonté politique. S'il y avait une volonté politique contre le tribalisme, moi je crois que quand j'étais jeune, je ne connaissais pas ce tribalisme-là. Et j'ai encore la femme d'un oncle qui est du Sud, qui m'appelle tous les jours comme ma mère pour demander si j'ai pris les médicaments, si je vais bien. Mais c'est une femme du Sud. Elle est comme ma maman. Donc s'il y avait une volonté politique au Cameroun pour interdire le tribalisme, ça ne devait pas exister. C'est parce que ce truc est fait à des fins politiques. Comprenez bien. Parfaitement. Aujourd'hui, le tribalisme est accentué dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections 2025 qui approchent. Et si on parle de Bamileke tout le temps, c'est parce qu'il y a un candidat qui est de cette origine, qui se présente et qui est un candidat sérieux. C'est pourquoi on parle de Bamileke. Je vais vous prendre l'exemple sur les personnes, parce que j'ai suivi un auditeur tout à l'heure dit qu'on ne porte pas plainte aux personnes qui sont tribalistes en Occident. Moi, je sais qu'il y a un monsieur que je ne citerai pas le nom, qui a sorti la matière qui devait tuer tous les Bamileke. Mais on a porté plainte contre ce monsieur ici en France. Quelle est devenue la plainte? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Oui. Donc, quand vous voyez cette dame que vous avez parlé, elle n'est pas seule. Et toutes ces dames qui sont tribalistes ici en Europe sont mariées aux Caucasiens. Donc, elles sont mariées aux Français. Et quand vous avez une dame qui est mariée aux Français et qui est tribaliste, en sachant que sa fille ou son fils est métis, et qui subit aussi cette injustice en France. Parce que bientôt, on aura Marine Le Pen qui va devenir chef du gouvernement français. Il y a les élections parce que je ne sais pas si vous avez suivi que l'Assemblée a été dissoute ici. Ça, on le sait. Les élections européennes. On le sait très bien, on le sait très bien. Voilà. Quand vous avez des dames comme ça, qui vous disent qu'elles sont intellectuelles et qui se mettent à brandir la fibre tribalistique comme ça, mais ça donne... On ne sait même pas quoi dire. Ça fait vraiment mal parce que le Français qui se met à côté, qui déjà prône, qui se bat pour que le Front National n'arrive pas au pouvoir, mais qu'est-ce que le Français dit? Entre vous les Camerounais, vous vous entretuez. Combien de fois ici en France, moi je vous dis quelque chose que j'ai remarqué ici en France, Michel. Quand vous entrez dans le métro ici, vous êtes un noir, que vous soyez la femme du blanc, noir ou métis. Le blanc, quand il entre dans le métro, il ne se pose pas de questions. Qu'il soit assis à côté d'un volant ou n'importe quoi, il va d'abord s'asseoir à côté de son frère blanc ou de sa soeur blanche. C'est quand il n'y a plus de place qu'il vient s'asseoir à côté du noir. C'est comme ça le blanc. C'est-à-dire qu'il y a cette solidarité entre le blanc que le noir doit copier. On ne s'aime pas entre nous les noirs. Là, au Cameroun, pour construire, on ne peut pas construire un pays divisé. On ne peut pas dire, ouais, on est Camerounais et on est divisé. Comment voulez-vous qu'une équipe nationale du Cameroun va jouer avec des gens qui disent « Moi, je suis Bassa, moi, je suis Bamileke, moi, je suis ceci ». Vous allez gagner le match comment? Il faut déjà penser à ça. Donc même les personnes qui créent ce tribalisme-là doivent penser à ça, même si c'est pour des raisons politiques, qui se disent... Mais attendez, la politique est sale en réalité. La politique n'a pas... Le politique a ses ambitions.
si vous divisez davantage et que vous vous divisez entre vous, et lui ne punit personne, d'ailleurs que les textes l'interdisent aujourd'hui au Cameroun, de promouvoir l'extermination. Même si la politique est sale, même si la politique est sale, franchement, il faut penser à son pays, il faut penser à sa progéniture. Oui, mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites, cher Bertrand. Je dis encore que la politique étant sale, le politique, il est sale, et son but, justement, c'est de s'éterniser au pouvoir. Alors, justement, qu'est-ce qu'elle a de faire? Est-ce qu'il n'est pas temps que les historiens camerounais fassent leur travail, les anthropologues fassent leur travail, les sociologues fassent leur travail, pour pouvoir au mieux éradiquer ce phénomène social? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une volonté politique. Même si les historiens doivent faire leur travail, il faut d'abord une volonté politique. Parce que les historiens peuvent faire le travail. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique qui suit, il n'y aura rien, Michel. Il faut comprendre ça. C'est fait à des fins politiques. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique, il n'y aura rien. Il faut que les Camerounais apprennent à s'aimer. Comme ça qu'on peut construire le Cameroun de demain. Si on ne s'aime pas, on ne pourra jamais construire le Cameroun. Vous avez vu au Rwanda, ça ne vous dit rien. Il faut que les Camerounais, parce que quand je vois des dames monter sur les réseaux sociaux, parler des Camerounais, alors que vous êtes Camerounais, franchement, c'est gênant. On vous comprend très bien. On comprend votre peine, Bertrand. Merci beaucoup, Bertrand. Merci infiniment. Tout le monde était ici au Cameroun. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel, je reviens. Oui, vous revenez, Rameau. Nous vous écoutons justement. Nous demandons comment, déjà, dire aux Camerounais que le tribalisme est une mauvaise chose. Je ne voudrais pas qu'on le dise parce que moi, dès que Michel Gachou, comme ils sont très forts là, ils vont vous dire, ah ben, dis donc, il parle de son ethnie. Pourtant, je n'ai rien à foutre. Je suis Camerounais, c'est le plus important. Même si je suis souvent de ceux qui disent qu'avant que je ne sois dans la République, j'appartenais bien sûr à un royaume, dans mon ancestralité. Alors, comment, est-ce qu'il n'est pas temps, bien sûr, Rameau, que les historiens travaillent, que les anthropologues travaillent, afin d'enseigner, c'est-à-dire la voix de la royauté à un peuple qui se veut souverain et uni? Oui, justement, il est vraiment grand temps qu'il essaie de travailler dessus. Et entre-temps, le Camerounais aussi doit prendre conscience que cette histoire de tribalisme ne nous avance pas. Et c'est juste une histoire qu'ils ont créée pour mieux, comment dire, utiliser pour mieux réunir. Et avant, ça marchait, mais j'ai l'impression que ça essaie de reculer petit à petit, parce que les Camerounais essaient un peu de comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une époque où tu ne pouvais pas être dominicain, tu épouses soit un chien, tata, un peu comme ça. Ton parent ne doit pas comprendre cela. Ça, c'est une histoire qui a existé pendant longtemps, même dans ma propre famille. Mais à nos jours, ma propre femme, elle est yaoundée. J'ai mes deux sœurs qui ont épousé deux bâtards et tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc, les Camerounais essayent de mieux comprendre et je voudrais que nous comprenions encore davantage. Voilà. Ouais. Alors, justement, le peuple qui comprend aujourd'hui, il faut bien retirer la mauvaise graine qui tend à toujours diviser ce peuple-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bon, juste essayer de continuer à être ensemble. Ouais, à vivre ensemble et savoir prendre les mêmes décisions. Essayer de comprendre que ça ne peut pas nous avancer, ça ne peut rien changer sur notre situation. Et parce que lorsqu'on parle de tribalisme, c'est sûr, lorsqu'on parle de vivre ensemble, vivre bien, vivre ensemble, ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Mais celui que tu sois de ta tribu, tu n'es pas au pouvoir, tu ne t'en sors pas, tu souffres. Donc, on doit essayer de comprendre cela, monsieur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au 6 91 98 60 98. Allô? Bonjour, monsieur Gato. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Non, je m'appelle Sandro. Tout à l'heure, il y avait un problème de réseau. Voilà, monsieur Sandjon. Nous vous écoutons, cher monsieur. Avant d'aller au deuxième sujet, je parle en passant. Je dis tout à l'heure que si ça dépendait de moi, national numéro 5, on ne paye plus le péage. Et lorsqu'il est une de cela concerne le deuxième sujet, ça concerne ce truc de tribalisme. Plusieurs personnes qui c'est politique. Bientôt, ils vont commencer à se tromper. Vu qu'il y a maintenant les Bamileke et
des plusieurs tribus qui se marient entre eux. Et les noms, c'est qui fait. Lorsque tu arrives parfois au commissariat, lorsqu'on voit tu es en train de t'appeler, peut-être tu t'appelles Ngono, comme mon fils s'appelle Ngono. Tu arrives, on demande ta carte, on voit ici écrit Jean Ngono, on commence le patois, on voit que tu ne comprends rien concernant tout cela. Tout ça, c'est la politique. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans ce jeu-là. Il y a l'autre qui l'a dit tout à l'heure, vous voyez, c'est les élections 2025 qui les poussent encore à remettre ça sur pied. Et y a-t-il l'attention des Camerounais de ne pas tomber dans ce jeu-là? Nous sommes tous les Camerounais. Nous sommes tous les Camerounais. Lorsque vous faites ça, vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal aux autres. Nous sommes en 2024 déjà. Les choses ont déjà changé. En travers ces réseaux sociaux-là, on doit beaucoup se mûrir. Excellente journée à vous. Bonne journée, cher monsieur. Merci beaucoup. C'est très important d'en parler, hein. C'est très important d'en parler. Même si on a fait une fixation sur la dame, entre autres tout à l'heure, elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule. Il y a comme une colonie de Camerounais sur les réseaux sociaux qui n'ont pour but que de ne faire que ça. Et l'impression que l'on a, c'est qu'il y a des cabinets noirs qui payent ces Camerounais afin qu'ils puissent renforcer ce narratif-là. Mais je reviens encore, parce qu'il est également notre devoir en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que radio, d'éduquer les Camerounais en leur disant, chers Camerounais, nous ne sommes pas différents en réalité. Parce que vous et nous sommes identiques. Nous sommes identiques à tous les niveaux. D'ailleurs, on entend des Camerounais aujourd'hui qui parlent bien évidemment de mariage interethnique aujourd'hui. En réalité, s'il y avait, je sais pas, un tribalisme, on ne serait pas aujourd'hui. Beaucoup pensent à un tribalisme d'État, où on ne souhaiterait pas qu'au niveau du sommet de l'État, que l'on voit quelqu'un qui sortirait d'une certaine ethnie ou d'une certaine tribu prendre le pouvoir au Cameroun. Et du coup, cette personne-là se retourne auprès de ses frères et de ses sœurs en leur disant, ne nous laissez pas perdre le pouvoir. Battez-vous pour que cela reste chez nous. Est-ce que bien évidemment, on n'est pas sorti, on ne parvient toujours pas à comprendre les politiques très occidentales, la colonisation qui a eu tout son poids au Cameroun et qui semble justement perdurer. Allô, bonjour. Oui. Aïe, 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 aïe. Essayez de nous rappeler, la qualité n'est pas bonne. Insistez, vous nous appelez à nouveau. Voilà. Allô? Oui. Non, la qualité est très mauvaise. Très, très mauvaise. Très mauvaise. Très, très mauvaise. Vraiment. Allô? 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 Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas de nous appeler rapidement au 6. Voilà, on va encore essayer. Allô? Bonjour, chef. Oui, bonjour. Voilà, c'est mieux maintenant. D'accord. Oui, c'est Donald à l'appareil. Donald, nous parlons justement du tribalisme au Cameroun, qui est toujours brandi. Les réseaux sociaux aujourd'hui étant devenus le terrain par excellence pour la promotion du tribalisme. Et d'ailleurs, il y a comme une lutte permanente des Camerounais sur les réseaux sociaux. Partant des réseaux sociaux pour la société également, est-ce qu'il n'y a pas lieu, Donald, de mettre tous les moyens possibles aujourd'hui pour lutter efficacement contre la division entre peuples camerounais? C'est même urgent, l'urgence s'impose parce qu'il faut le dire, nous sommes dans une certaine cosmopolité où on a pratiquement plus de 250 ethnies. Et s'il fallait que chacun puisse mettre en avant son ethnie, pourtant, il faut le dire, la nation n'est que l'aboutissement de la transcendance des différentes ethnies et du communautarisme. Moi, je dis, il faudrait qu'on fasse très attention parce que il y a une certaine porosité au niveau en termes de projets politiques. Il y a une certaine porosité en termes même d'offres politiques. Du coup, les gens plus, par manque de projets, par manque de pertinence dans le discours politique, vous opposez la tribune afin de, je voulais dire, de s'imposer. Mais sauf que, il faut le dire, nous, la chance qu'on a au Cameroun, c'est que le peuple camerounais est assez mature pour ne pas se laisser apporter par ce type de discours. Oui. Parce que moi, j'ai dit,
le tribalisme, c'est la chose de faire. Lorsque quelqu'un ne peut pas vous opposer des arguments assez conséquents, assez subséquents, et vous oppose plutôt la tribu, il a autre chose derrière la tête. Et moi, je pense que, comme je me tue et je me dis, si en 2018, en 2025, le candidat qui va brandir la tribu comme élément est de facto disqualifié. Parce que je ne vais jamais voter quelqu'un parce que vous êtes mon frère, par solidarité de fraternité, je dois vous voter. Non. C'est la pertinence de votre projet qui fera que je puisse vous donner ma voix. Absolument. Et maintenant, quand vous regardez, même, ce discours est entretenu par tout le monde. Personne aujourd'hui ne peut pas dire que c'est la paternité à Malin de vous tous. On a des précédents. Vous-même, vous avez lu certains. On a eu aux dernières élections, un monsieur d'un président je veux dire, un membre, un militant d'un parti politique nous a dit qu'ils ont trop cotisé. Ça allait tout de bouffer. Quand il dit nous c'est pour qui? Mais personne ne sait offusquer. Nous, c'est pour qui? Nous avons assez cotisé. Il est temps pour nous de bouffer. C'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on donne un pareil discours? Vous avez eu au contentieux un pareil discours pareil. C'est vrai que le contentieux c'était un peu plus différent, mais lorsqu'on est un homme politique, on doit tout faire pour se départir du tout discours qui ont tendance à nous rattacher à notre tribu. Parce que il faut le dire, comme quelqu'un l'avait dit, que la beauté d'une panthère, ce n'est pas un point, mais c'est la multiplicité des points de la panthère qui fait la beauté d'une panthère. Je pense que le Cameroun est dans ce schéma-là. Nous, aujourd'hui, nous voulons être une nation. Et pour être une nation, on va transcender les clivages ethniques. On va transcender les clivages linguistiques. Et enfin, de construire, je veux tenir à dire cette myose où tout le monde va se sentir en sécurité, où tout le monde va se sentir garanti par un certain... Mais pour transcender, il faut déjà punir au moins, non, Donald? Vous dites? Pour transcender, il faut déjà punir ceux qui s'amusent avec la division des Camerounais. Oui, justement, il y a des lois existent, mais est-ce que ces lois sont assez dures? Moi, je pense qu'il faut même que l'antique entre en jeu, que l'antique joue son jeu, parce qu'aujourd'hui, les gens savent que, par exemple, dans les plateaux de télé, c'est difficile de tenir, mais on sait qu'on a un passe-droit qui sont les réseaux sociaux, où on peut aller là-bas vomir. Mais n'oublions pas que combien de personnes ont même l'éducation, même, je voulais dire l'éducation de la consommation des réseaux sociaux. Allez, entrez dans les forages politiques, vous allez voir du miracle là-bas. Ne limitons pas ici. Faites une enquête. C'est-à-dire, il faut investir les différents forats des partis politiques. Vous allez vous comprendre. Regardez par exemple, je voulais dire, l'affaire Mystère Fekafou. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des partis politiques, c'est-à-dire à travers certains membres qui ont pris position. On vous demande pourquoi vous l'avez fait. Ils vont vous rattacher certains, parce que, bon, hier, l'État a soutenu tel. Parce que vous comprenez donc que nous sommes plus dans la politique, nous sommes dans la manipulation, parce que face à la porosité, face à la pauvreté des projets politiques, on ne peut que nous opposer l'invertir. Et moi, je dis, ça ne nous fait pas construire et ça ne nous donne aucune garantie que demain, l'après-dia pourrait être encore saine, on pourra avoir des jours, je voulais dire, des jours radieux devant nous. Que chacun fasse son ami, que les discours politiques soient soignés, c'est surtout eux, parce que ce sont eux les porte-étendards. Alors, justement, ne partez pas, est-ce que vous dites justement, il y a donc lieu d'interpeller, si on s'en tient à la position des acteurs politiques, il faut bien sûr qu'ils encadrent leurs militants, leurs sympathisants, afin de ne plus verser dans ces pratiques langagières. Tout à fait. Qui ne dit rien consent. C'est vrai que comme Jean-Laurent me dit que non, et il parle à l'air propre, non. Mais si déjà les leaders ne peuvent pas se solidariser, ça veut dire qu'ils sont consentants. Il faut qu'on le dise. Parce que moi, par exemple, vous vous souvenez, de 2018 à 2021, il y a eu une campagne qui avait été lancée contre certains militants de certains partis politiques. On disait parce qu'ils ont soutenu certains artistes musiciens parce qu'ils auront soutenu un candidat aux élections présidentielles. Du coup, ils étaient personnes non grates en Europe. C'est des comportements que tout le monde devrait s'offusquer. Oui, mais là, permettez qu'on ressent les choses. Ça n'avait rien à voir avec l'ethnie quand même, hein. Ça avait plutôt à voir avec la politique. Non,
C'est ce que vous le dites. C'était il fallait suivre ces gens-là. Il faut suivre dans les réseaux sociaux. Attention. Vous n'avez pas conçu un narratif qui ne soit pas vrai quand même, et non on vous laisse faire. Je rappelle. Les archives sont là. Oui, les archives sont là. Mais nous tous, nous sommes au fait de la situation. C'était bien évidemment, permettez, la brigade anti-Sardina. Et vous le savez très bien. Permettez. Cette brigade anti-Sardina qui est bien installée en Europe aujourd'hui n'a pas en son sein les composantes de toutes les ethnies du Cameroun. Nous sommes d'accord. Et dans leur combat, effectivement, c'est parce qu'il y a des artistes qui au Cameroun, qui en 2018 avaient choisi de porter, on va dire, le vêtement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils se sont offusqués en leur disant vous ne viendrez plus jouer ici en Europe. Et ça n'avait rien à voir avec Sibi, mon frère, vraiment. Merci beaucoup, Donald. Merci infiniment. Merci beaucoup, Donald, vraiment. Merci. Allez, madame, monsieur, on prend l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou. Oui, monsieur. C'est le carrefour Agile qui revient encore. Fidèle, pour finir. Oui. Bon, tout à l'heure, on est en train de parler de privatisme au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Je vais aller au franc-parler. Mes amis intimes sont des centres et du sud. Hein? Oui. On marche ensemble, on se collabore. Même les problèmes politiques là, quand ils arrivent, nous faisons le combat entre nous. Hein? Parfois même pour se moquer des dirigeants. Mais il n'y a jamais eu de haine. Mais maintenant, je vais vous conter quelque chose dans mon gouvernement. Dans mon gouvernement même, il y a le tribalisme. Hein? Et dans mon gouvernement même, dans le secteur, il y a le tribalisme. Vous imaginez qu'on vient dans un gouvernement, quand on crée un comité de développement pour arranger le village, quand tu lèves la main pour être à la tête, on dit que non, c'est l'enfant de tel quartier, c'est pas du tout. Certains quartiers disent que c'est eux qui vont gérer. C'est pas le tribalisme. Donc, c'est une maladie qui regarde quand il y a quelque chose à manger, où il y a un pouvoir, où on veut prendre quelque chose. Franchement, au Cameroun, il ne faut pas dire qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Ça vient toujours quand il y a question de poste à pouvoir. Soit les élections, en dehors de ça, les Camerounais s'entendent beaucoup. Très bien. Merci. C'est mon cas. Je suis allé jusqu'à Ndom, à Kouloulinga. J'ai marché, j'ai vu les choses. Hein? Et je suis au Carrefour à Chypre, plein des gens de centre de sud. On s'entend. Mais quelquefois, mais s'il y a maintenant les élections, maintenant ils vont dire que non, je suis de l'Ouest. Tout de même, je vais dire qu'ils sont de centre et ne seront pas à la tête. Ce n'est pas le tribalisme, c'est la guerre pour le pouvoirisme. Hein? Les Camerounais s'entendent beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est terminé pour les appels ce matin. C'est terminé pour les appels. Et on n'a plus que 3 minutes avant de sortir l'émission. Et nous prenons toujours la petite seconde quand même d'éducation des Camerounais. Je vous ai rappelé qu'en 1912, les Allemands avaient choisi d'exterminer le peuple bamileke. Lors de la lutte nationaliste au Cameroun, le peuple bamileke a farouchement lutté contre contre les Français qui voulaient absolument les contraindre à vivre sous ce que nous vivons aujourd'hui. Et le peuple bamileke a suffisamment lutté. Les Français, je reprends encore l'expression de Lamberton, le colonel Lamberton, qui écrit et qui dit « Nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, c'est le peuple bamileke. » Et maintenant, il y a eu une promotion, bien évidemment, qui est tenue aujourd'hui par le système régnant en place et qui laisse croire qu'en fait, il faut tout faire pour écarter le peuple bamileke. Je voudrais donc dire aux Camerounais que vous soyez bamileke, que vous soyez Giziga, que vous soyez Mundang, que vous soyez de Biwombane, que vous soyez de Vodula, de Bala, que vous soyez de Woum, que vous soyez de je ne sais où, de Limbe, etc. Aujourd'hui, on parle du Cameroun. On parle de la République. C'est vrai, je rappelle toujours que la République est arrivée après les royaumes. Aujourd'hui, nous parlons de la République unie du Cameroun. Donc, il est important que les Camerounais sortent de ces clichés qui ne nous aident pas. Et dans cette logique, en même temps, trouver le moyen de ne jamais oublier que les gens veulent vous considérer comme étant des esclaves. Faire de vous des esclaves qui se divisent entre eux. Et ne pas vouloir que les esclaves se mettent en union
Parce que si les esclaves se mettent en union, ils risqueront de faire vivre ce qu'on a vécu bien évidemment dans le livre de la tragédie du roi Christophe. Faites attention. Comme disait Thomas Sankara, je cite, je finis par lui qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Et il finira en disant « Seule la lutte libère ». C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.